Israël ne nous a pas été donné sur un plateau d'argent. Et c'est donc la raison pour laquelle nous marquons Yom HaZikaron, la veille de Yom Ha'atzmaut. Cette année, vous regarderez sur votre calendrier, on a décalé cela d'une journée à cause du Shabbat. Et donc, ça sera un peu plus tôt par rapport au 5 Iyar, nous avons l'habitude de marquer le 4 Iyar pour le Yom HaZikaron. Alors, pour les gens qui ont suivi l'actualité israélienne, vous avez vu qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier en Iran et une des rares fois, l'État d'Israël n'a quasiment pas non seulement nié être impliqué, en tout cas à demi-mot peut-être, je n'ai pas suivi jusqu'aux derniers instants la prise de position, à nier à demi-mot, à accepter à demi-mot de dire au monde qu'effectivement sa main est peut-être, sa longue main est peut-être partie intégrante de ce qui s'est passé au centre nucléaire de Natanz. Alors, je donne cette introduction simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une façon, j'allais dire, un hommage, de pouvoir rendre hommage à ces dizaines de milliers, 23 000, bientôt 24 000 personnes. C'est coupé. Le son d'Avi est coupé. אבי, לא שומעים אותך. סגר את המיקרופון. Vous m'entendez? Je ne sais plus où je me suis arrêté. כן. Que c'est pas loin de 24 000 personnes qui ont donné leur vie depuis 73 ans pour que nous puissions continuer à vivre dans cet État libre, souverain et indépendant. Voilà, et ce soir, donc, nous avons le plaisir de recevoir une personne qui nous fait très souvent l'honneur d'être parmi nous. Nous avons entendu une partie de son activité, les dernières fois, nous l'avons reçu pour le livre sur l'antisémitisme très important qu'il a édité, qu'il a écrit. Et aujourd'hui, Raphaël Jérusalemi va nous évoquer, je pense, sur le bout des doigts, une partie de son activité en tant qu'officier du renseignement dans l'armée israélienne. Et va se représenter à nouveau pour une partie des personnes qui ne sont pas avec nous pour les précédentes présentations. Voilà, donc comme d'habitude, vous voyez, on a eu des petits problèmes de micro fermés ou ouverts. Vos micros doivent rester fermés pour que cette présentation puisse se faire de la façon la plus claire. Évidemment, vous pouvez intervenir à travers le chat. Et toute l'équipe, Yasmine, notre directrice à Paris, Yasmine Nahen Cohen, Naftali Lévy, vous voyez, on a un Lévy, un Cohen, Naftali Lévy à Jérusalem, seront les modérateurs de cette soirée. Après que Raphaël puisse faire sa présentation. Et je le remercie d'avance et je le remercie surtout de tout ce qu'il a fait pour nous sans qu'on le sache jusqu'à présent, qu'on va peut-être entendre quelques petits mots comme il pourra l'évoquer. Erev Tov et à tout à l'heure. Bonsoir. Alors, je remercie l'Organisation sioniste mondiale de m'avoir invité parce que pour moi, c'est un petit peu fermer la boucle puisque je suis à la base un Olé, comme vous le saurez peut-être bientôt. Donc, je suis un immigrant. Je viens de Paris. Je vais vous donner très brièvement, avant de vous parler de mon livre et de certaines anecdotes piquantes et émouvantes des services secrets israéliens. Donc, une fermeture de boucle juste à la semaine, effectivement, où on vient de faire le Yom HaShoah et une partie de ma famille, une très grande partie de ma famille a péri à Auschwitz. Et dans 2 jours, nous aurons le Yom HaZikaron de commémoration des soldats de Tzahal. Évidemment, j'ai servi dans l'armée et je serai très ému ce jour-là, comme beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Juifs de par le monde. Et après, le Yom HaAtzmaut qui sera la grande fête. Et donc, c'est ce soir de parler en tant que représentant d'Israël à mes frères et sœurs français, juifs de France, c'est un petit peu fermer la boucle et ça fait énormément plaisir. Alors, avant de vous présenter mon livre et surtout pourquoi je l'ai écrit et pourquoi je pense qu'il peut être important sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan de la Hasbara, je vais rappeler brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas d'où je viens, qui je suis. Donc, Raphaël Jérusalemi, eh bien, je suis né à Paris, près de la butte Montmartre. Donc, je suis un vrai Parisien. Mes parents étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants. Ils rêvaient en fait, donc, en arrivant en France, de poser la valise. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que leur fils reprenne la valise, mais cette fois-ci pour aller en Israël. Donc, je suis né à Paris et étant adolescent, j'ai bien sûr vécu 68, mai 68,
J'étais plus jeune que les étudiants, j'avais 12-13 ans, mais quand même, j'étais là à mai 68. Mais moi, ce qui m'a marqué, je dis toujours, moi, je ne suis pas un Parisien de 68, moi, je suis un Parisien de 67. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans mon enfance et mon adolescence, c'est la guerre des 6 jours. C'est lorsque j'ai vu à la télévision ces soldats israéliens sur leurs tanks dans le désert du Sinaï défendre leur patrie, défendre le peuple juif. Et de ce jour-là, je n'ai eu qu'un seul rêve, c'était de m'engager dans Tsahal. Un peu comme des gosses qui rêvent d'être cow-boy ou astronaute. Moi, mon rêve, c'était donc d'être un soldat de Tsahal. Mais comme je vous l'ai dit, mes parents, qui étaient des migrants, qui venaient donc de l'étranger, ont dit, d'accord, ok, peut-être, d'accord, mais il faudrait d'abord que tu fasses des études. Il faudrait que tu aies quand même un bagage. Donc, pour leur faire plaisir, hein, si vous voulez, moi, après le bac, je voulais tout de suite m'engager dans Tsahal. Pour leur faire plaisir, j'ai fait des études. Malheureusement ou heureusement pour moi, on le verra par la suite, j'avais des facilités dans les scolaires d'étudiants et donc je suis rentré à l'école normale supérieure, à Normal Sup, où là, effectivement, quand j'ai terminé mes études de Normal Sup, j'étais promis à une belle carrière de fonctionnariat français, de tranquillité, de sécurité sociale, de vacances, et voilà. Et malheureusement, une fois mes diplômes empochés, j'ai dit, voilà, papa, maman, voilà les diplômes, l'agrégation, tout ça, vous êtes contents, très bien. Et maintenant, je prends mon avion et je m'en vais m'engager dans Tsahal. Donc, ils étaient un petit peu quand même déçus. C'est un peu la blague juive des parents dont le fils veut être rabbin et qui disent que ce n'est pas un métier pour un juif. Alors là, mes parents, qui étaient très sionistes et à chaque fois qu'on regardait la télévision, ah, Israël, ça les embêtait tout de même un peu que je fasse mon alia et en plus que je rentre dans Tsahal. Et alors, évidemment, pour moi personnellement, c'est un grand saut. Pour ceux qui envisagent une alia, c'est évident qu'il y a un grand saut qui est à faire. Imaginez-vous, comme je vous ai dit, Normal Sud, dont j'étais un Parisien qui profitait de la vie parisienne, un étudiant qui traîne dans la rive gauche, dans les meilleurs endroits, mais qui faisait la fête. Et je vais me retrouver non seulement en plein Israël, mais en plus en tant que comme un jeune donc au sud de Netanya, dans une shrouna, dans ce qu'on appelle un bas quartier presque, hein, une banlieue, mais une des moins bonnes banlieues d'Israël, dans une vie complètement différente, loin des belles rues et des beaux cafés de Paris, dans ce Proche-Orient. À l'époque, en plus, Israël, c'était vraiment encore un pays un peu de fauché. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, tous ces beaux restaurants, toutes ces belles choses. Et donc, un changement de vie total, plus étudiants de l'ambassade qui tout d'un coup se retrouvent en uniforme, en troufion, dans le désert, dans Tsahal. Alors, je me suis engagé donc dans l'armée et au départ, j'étais en fait dans la marine, donc dans l'armée normale, combattante, pendant la guerre du Liban. Mais ensuite, les gens de Tsahal se sont aperçus quand même que j'avais quand même pas mal de diplômes dans ma poche et que je connaissais plusieurs langues et que peut-être je pouvais faire quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai abouti dans les services de renseignement de Tsahal, dans ce qu'on appelle l'intelligence militaire, où là m'attendait une carrière évidemment à laquelle moi-même je ne m'attendais pas quand j'ai fait mon alia, tout à fait fascinante, qui a commencé par les relations extérieures de l'intelligence militaire, c'est-à-dire pas en tant qu'espion, hein, mais plutôt en tant que sorte de diplomate ou d'ambassadeur des services secrets israéliens auprès d'autres services secrets étrangers. Alors, ça pouvait aller de marchand de canons à faire des traités secrets, des échanges d'informations. Et là, j'ai eu une certaine chance parce que je suis arrivé dans un poste qui, au départ, n'avait pas l'air très important. Et c'était les relations extérieures, en fait, avec le monde entier. Parce que là où je suis arrivé, dans les relations extérieures de Amman, hein, c'est Amman, donc ce n'est pas le Mossad, qui est le bureau des légendes, hein, qui est l'espionnage à l'étranger, ce n'est pas la Shabak, le Shin Bet, qui est la sécurité intérieure et le contre-espionnage, c'est l'intelligence militaire, Amman, donc, qui inclut les unités 8200 très connues, ou l'unité de Fauda, l'unité 504, et donc les relations extérieures de cette branche de l'intelligence militaire avec des armées étrangères, avec des forces étrangères. Et là, il y avait en fait 3 bureaux. Il y avait le bureau des États-Unis, donc toutes les relations
de Tsahal avec les forces américaines, le bureau de l'Europe. Et puis après, il y avait le troisième bureau qui était mon bureau, c'était le monde entier, donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, et ce qui m'a permis de voyager à travers le monde, comme je vais vous raconter tout à l'heure, comme c'est dans mon livre. Et donc, j'ai exercé cette très, très bizarre fonction pendant quelques années. Fonction bizarre car elle m'entraînait dans des endroits complètement différents. Je pouvais apparaître quelque part officiellement en costume de parade dans des cocktails extrêmement chics, huppés d'ambassades ou de grandes compagnies d'armement. Dans un autre endroit, je me retrouvais dans la jungle en jean sous une fausse identité. On en parlera tout à l'heure. Et donc, je changeais tout le temps de masque, un petit peu d'aspect. Et puis, après ce job-là, je suis arrivé dans une autre fonction. Je résume, hein, on va parler après. Dans une autre fonction qui était encore plus fascinante, encore plus intéressante. J'étais dans les relations, cette fois-ci, avec les services secrets arabes. Alors, imaginez-vous qu'il y a une partie d'espionnage, mais il y a aussi une partie où nous étions en relation secrète, discrète, avec nos voisins pour éviter des incidents. Et donc, j'étais un des 2 à 3 officiers à l'époque habilités à contacter et à être en contact avec les services secrets. Alors, bien sûr, du pays avec lequel nous avions la paix à l'époque, l'Égypte, mais aussi de la Jordanie, avec laquelle nous n'avions pas encore la paix, mais aussi avec les Syriens, les Libanais, les Palestiniens, dans certains cas, les Koweïtiens ou les Saoudiens. Donc, on en parlera tout à l'heure aussi brièvement, des relations extrêmement discrètes, souterraines, comme il y en a eu récemment pour les accords d'Abraham hein, avec les Émirats, aussi peut-être tout à l'heure bientôt avec l'Arabie saoudite. Donc, tout ce qui était sous la table, très, très discret, très, très secret, mais qui permettait d'éviter bien des fois des incidents majeurs qui auraient pu embraser la région et de résoudre pas mal de problèmes, inclus même des problèmes humanitaires. Voilà donc en gros ma carrière. Après cela, j'ai pris ma retraite, j'étais chaliard à un certain moment donné à l'étranger, mais ma véritable seconde carrière, c'est écrivain. J'ai écrit une bonne dizaine de romans, la grande partie, la plupart chez Actes Sud. Celui-ci est aux éditions Ballant, mais ça c'est un livre autobiographique. Et donc j'ai véritablement aujourd'hui une carrière d'écrivain. Je suis surpris moi-même, je suis très content. Donc mes livres se vendent très bien, ils sont traduits dans des tas de langues et d'une certaine manière, c'est aussi une façon de représenter Israël, en tous les cas dans ce milieu-là, dans ce milieu littéraire. Et justement, avec ceux qui suivent ma carrière littéraire, on se posait la question, des gens qui sont dans l'édition, quand effectivement jeter le pavé dans la mare. Car pour beaucoup de lecteurs, surtout par exemple des lecteurs français non juifs, ils ne connaissent que cet aspect-là de moi, c'est-à-dire les romans. Tout d'un coup, jeter le pavé dans la mare. Et en fait, Raphaël Jérusalemi, qui a écrit La confrérie des chasseurs de livres ou La rose de Saragosse, eh bien, en fait, c'est un ancien officier de Tsahal. Et donc, de sortir un livre qui soit autobiographique où je raconte ma carrière. Alors, on a attendu donc que j'installe une réputation d'écrivain avec plusieurs romans pour sortir ce livre-là. Alors, pourquoi ce livre-là est important pour moi? C'est parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, ce que mes lecteurs ne savent pas, c'est que tous mes romans et tous les personnages importants de mes romans sont inspirés de faits réels et de gens réels que j'ai connus durant ma carrière militaire. Toutes mes intrigues sont basées sur des anecdotes véridiques du terrain que j'ai transposées dans des romans, dans l'imaginaire. Et évidemment, parmi mes héros, alors je vais donner 2 exemples assez brièvement. Par exemple, dans mon roman Sauver Mozart, où un critique musical autrichien à l'époque du nazisme va commettre un attentat musical contre les nazis, eh bien, ça m'était inspiré par une anecdote où il y a une sorte d'attentat musical où au Proche-Orient, dans un événement assez particulier qui est décrit dans mon livre, à la fin de cet événement, un grand général égyptien, qui est aujourd'hui d'ailleurs important dans le gouvernement de Al-Sisi, un grand général égyptien a voulu
faire un geste envers les Israéliens sans faire un discours, sans le dire en tant de mots, et a pris un violon et nous a joué avec un violon, le violon sur le toit et des airs du folklore juif. C'était un attentat musical en plein Proche-Orient qu'un général égyptien nous joue des airs juifs et ça m'a donné l'idée de ce livre Sauver Mozart. Dans un autre livre qui s'appelle Les obus jouets à pigeon vol, ce livre-là, c'est un livre qui est consacré à Apollinaire. J'ai raconté la dernière journée d'Apollinaire dans la tranchée. Le poète Apollinaire s'est engagé en 1914 comme volontaire dans l'armée française. Il a combattu à Verdun et il a été gravement blessé au chemin des Dames. Et donc, moi, je raconte comment ce poète Apollinaire a entraîné la poésie avec lui à la guerre et comment il était un héros, un soldat. Et le chef d'Apollinaire, mon capitaine, il s'appelle dans le roman, mon capitaine m'est inspiré de l'officier que j'ai le plus admiré de toute ma carrière dans Tsahal, qui s'appelait le général Nechemia Tamari, Zichrono Livracha, un type extraordinaire qui était non seulement un grand général, mais sur le plan humain, une personne extraordinaire qui malheureusement est morte dans un accident d'hélicoptère en mission il y a quelques années. Et ce général Tamari, c'est lui qui m'a inspiré, donc le personnage de mon capitaine dans ce roman-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, tous ces romans donc, sont inspirés de l'armée. Et pourquoi je suis reconnaissant à l'armée de m'avoir inspiré mes romans et ma carrière littéraire? C'est parce que, par exemple, dans l'armée, on vit des moments extrêmement intenses. On a ce privilège. Ça peut être des moments extrêmement tragiques, mais ça peut être des moments extrêmement émouvants. Donc, on a ce privilège-là d'être hors de la routine et de vivre des moments un peu d'exception, des moments extrêmement intenses qui font ressortir souvent des choses humaines très, très profondes. Alors, je vais plutôt donner un exemple dans le sens positif de ce que je veux dire par là. Un moment intense, j'ajoute juste que ces moments intenses-là que j'ai vécus, ce qu'on appelle être sur le terrain, c'est aussi ce que j'appelle dans mes romans la petite histoire. C'est-à-dire comment la petite histoire, les choses de la rue, du terrain, le contact humain direct, contredit souvent, sublime, transcende la grande histoire. Et surtout les titres des journaux, surtout des journaux de les médias en France. Tout ce qu'on lit dans les journaux, l'actualité, la une de certaines chaînes de télévision et de certains journalistes que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez mieux que moi, eh bien, il y a là, sur le terrain, dans le moment intense militaire, des choses extraordinaires qui se passent, dont on ne parle évidemment pas dans les médias qui ne sont pas favorables à Israël et qui changent complètement la vue de la grande histoire. Alors, je vais donner quand même un exemple concret pour parler toujours dans l'abstrait. En 1982, durant la guerre du Liban, la première guerre du Liban, mon premier job, donc je dis j'étais dans la marine, mais avant de monter vers le commandement de la marine au Liban, je reste au tout des premiers jours de la guerre du Liban à Haïfa, où ma fonction, mon job, c'est de m'occuper de l'héliport qui se trouve entre la base de la marine et l'hôpital Rambam de Haïfa, un très très grand hôpital. Et pendant les 2-3 premiers jours de la guerre du Liban, arrivent tout le temps, en permanence, des hélicoptères. Si vous avez vu les films d'Hollywood sur la guerre du Vietnam, c'est toujours avec ce bruit des pas d'hélicoptères que les gens d'Hollywood vous donnent l'impression de la guerre, de la violence, mais c'est véridique. Donc, arrivaient ces hélicoptères du sud Liban, dans le premier clash très très violent des premières heures et des premiers jours de la guerre du Liban, remplis donc des hélicoptères de Tsahal, remplis de morts et de blessés de Tsahal. Notre travail consistait évidemment à faire le tri lorsqu'on déchargeait les blessés des hélicoptères, avec les médecins, de faire le tri des urgences qui devaient être opérés en premier, qui pouvaient encore attendre un peu, etc. Et donc, pendant des heures et des heures, nous déchargions des hélicoptères avec des scènes dont vous pouvez vous imaginer les choses horribles auxquelles nous avons assisté. Et avec pour moi ce premier choc qui était en fait l'âge moyen des blessés, des soldats, c'était des gosses. On déchargeait des 18, des 19 ans, on déchargeait des gosses complètement amochés, c'était horrible.
Donc, il y avait cette chose-là qui se passait, horrible, de la guerre. Une nuit, un de ces grands hélicoptères arrive, toujours avec ce bruit très spectaculaire des pales des hélicoptères, arrive en pleine nuit cet hélicoptère qui se pose sur le héliport près de l'hôpital. Et là, la porte de la carlingue s'ouvre et moi, j'ai aligné mes soldats pour décharger l'hélicoptère. Et en fait, le type qui était dans l'hélicoptère de la carlingue me fait un signe, quatre soldats suffiront. Je renvoie donc tous les soldats se reposer et je ne garde que 4 soldats. Et puis, je vois derrière dans la carlingue apparaître tout simplement une seule personne, une énorme dame libanaise. Elle était habillée même en habit de paysanne, folklorique presque, libanais, une énorme dame libanaise qui effectivement est tellement énorme qu'il faut que 2 soldats l'aident à descendre de l'hélicoptère. Et elle est même tellement énorme qu'on ne peut pas la mettre sur une chaise roulante. Et donc, 2 soldats doivent l'emmener, l'aider à marcher jusqu'aux urgences de l'hôpital. Et donc, cette dame s'en va et je me dis, ça y est, c'est fini. Et le type de l'hélicoptère me dit non. Et il me montre le fond de la cabine de l'hélicoptère. Et là, tout au fond, dans l'obscurité, il y a un brancard recouvert d'une couverture grise en laine. Et là, nous savons qu'il s'agit d'un soldat mort, d'un soldat tué de Tsahal. Et donc, les 2 autres soldats prennent ce brancard et emmènent à la morgue le soldat mort de Tsahal. Le lendemain matin, par curiosité, je vais me renseigner quant au sort de cette grosse dame du Liban et je rencontre un des chirurgiens et je lui ai dit, écoute, la dame libanaise qu'on a amenée dans la nuit, qu'est-ce que c'était? Alors il me dit, écoute, c'est une dame qui était enceinte, qui devait accoucher, mais de par son surpoids, elle était tellement grosse donc qu'il fallait une césarienne. Et comme son village se trouvait pas loin des forces de Tsahal, donc Tsahal a décidé de la rapatrier pour lui faire cette césarienne. Et alors je lui dis, et alors, madame va bien? Il m'a dit, ah, ça s'est très bien passé. Et elle a eu un petit garçon. Et puis, je vois que le chirurgien s'émeut, sa voix s'étrangle un peu, et il me dit, tu sais, quelle est la première chose qu'elle nous a dit? Elle nous a demandé tout de suite quel était le nom du soldat israélien mort qui était dans la cabine de l'hélicoptère avec elle. Et elle a donné le nom de ce soldat à son petit garçon. Et voilà comment, en pleine guerre, la petite histoire sublimait la grande histoire et comment cette femme, dans toutes ces horreurs de la guerre, a eu ce geste de nommer ce petit garçon au nom d'un soldat de Tsahal tué. Alors voilà un petit peu ce que j'exprime, après je transpose évidemment dans mes livres, mais qui, dans ce livre précis, dans mon autobiographie, donc je raconte cette histoire parmi d'autres, qui est l'illustration de ce que je veux dire par rapport aux moments intenses qui peuvent faire ressortir le pire, mais aussi le meilleur chez les gens. Alors, il y a dans le livre toute la variété, parce que lorsque je me suis engagé dans les services de renseignement, j'ai eu un petit peu peur de la routine. C'est un peu rigolo à dire, la routine dans les services de renseignement de Tsahal, mais je veux dire d'avoir toujours le même emploi. Or, mon emploi est un emploi de caméléon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je changeais tout le temps de masque et je me retrouvais. Alors, dans le livre, vous allez avoir énormément. C'est un livre d'aventure en même temps, puisque je vais me retrouver dans des situations absolument incongrues, que ce soit en pleine jungle amazonienne, que ce soit dans les déserts du Proche-Orient, dans des rencontres ultra secrètes avec des armées arabes. J'avais une rencontre, par exemple, pour être très bref, à Kounetra, sur la frontière avec la Syrie, dans le no man's land entre Israël et la Syrie, pour un sujet dont on parle dans le livre. Et là, j'avais donc le droit, alors que nous sommes en guerre évidemment avec la Syrie, de m'entretenir avec un collègue syrien des services secrets, mais les Syriens avaient demandé une seule chose, une seule condition, c'est que nous ne nous approchions pas à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Donc nous avons dû négocier en criant, en pleine nature, négocier ce que nous devions négocier dans ce contact avec l'armée syrienne. Alors, ce qui était aussi intéressant dans ma carrière, c'est que je suis en fait un juif de France, un Parisien,
qui se retrouvent quand même plongés dans le sein des saints de Tsahal et des services secrets, avec tous les grands baroudeurs et tous les sabras. Moi, j'appelle ça les maîtres hébreux de la terre d'Israël. Et moi, je suis le nouvel émigrant qui vient d'arriver et qui parle forcément tout à fait bien l'hébreu. Et je m'aperçois que ça devient un atout pour moi. Ça devient un atout de ne pas avoir la gueule un petit peu, si vous voulez, d'être un parigot, d'avoir l'esprit gaulois, relax, hein, à la française, quoi. On est relax, on ne prend pas tout au sérieux. Et puis, la pause café, c'est bien aussi de temps en temps. Et puis, peut-être un petit ballon de rouge à déjeuner, ça ne peut pas faire de mal. Et ça surprend beaucoup les gens du Proche-Orient. D'abord, mes propres chefs, hein, qui sont quand même des militaires israéliens, donc c'est quand même carré. Hein. Et puis, surtout, les gens des services secrets du Proche-Orient avec qui je travaille, donc les Arabes. Ils sont complètement déconcertés par ce personnage sur lequel je vais jouer, que je vais insister sur ce gars qui n'a pas la gueule de l'emploi pour détendre l'atmosphère, pour qu'on ne se méfie pas trop de moi, pour qu'on se confie à moi. Et tout d'un coup, je vois que toute ma culture française, tout mon passé français que j'importe dans ce Proche-Orient va m'être d'une grande utilité. Il va me permettre une certaine finesse dans mon approche que n'ont pas nécessairement les Israéliens du cru, qui, eux, une approche beaucoup plus directe, hein, beaucoup plus costaud, mais parfois qui sont un petit peu trop pressés aussi par rapport aux Arabes qui savent prendre leur temps. On le voit en ce moment avec les Iraniens qui sont en train de se moquer un petit peu des Américains, mais qui prennent carrément leur temps pour négocier l'accord avec le nucléaire. Et donc, il y avait ce côté d'un petit peu marginal qui m'a beaucoup servi. Et cet apport de la culture française, c'est là que j'ai vu ce fameux Normal Sup que je n'avais pas eu envie de faire, en fin de compte. J'ai vu à quel point il m'a été d'un immense apport. C'était un plus. Et je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante dont les Israéliens se rendent de plus en plus compte, c'est que l'apport des Olim, des gens qui viennent de l'extérieur à Israël. Car dans mon livre, je ne parle pas seulement de ma carrière militaire, je parle effectivement de mon expérience de Olé Hadash, de comment je découvre cette société israélienne qui est complètement différente de ce à quoi j'étais habitué. Ce livre est un livre de sionisme sans complexe, de judaïsme sans complexe. C'est une lettre d'amour à Tzahal, à Israël, mais lucide. C'est un livre où je dis les choses telles qu'elles sont, où je fais aussi des reproches, parce que quand on aime, on sait aussi faire des reproches. Et je tombe sur une société israélienne, et vous autres, vous le connaissez comme moi, il y a certaines choses qui nous choquent ou qu'on n'aime pas chez les Israéliens ou dans la vie en Israël. Il y a des trucs auxquels on n'était pas tout à fait préparé. Des façons de se conduire, une certaine mentalité qui n'est pas nécessairement en harmonie avec qui nous sommes, nous qui venons de la belle France. Hein. Et donc, je décris ce processus, je décris cette adaptation, mais cet échange aussi, c'est-à-dire ce que j'apporte à l'identité juive, à l'identité d'Israël en tant qu'immigrant venant de France, mais ce que aussi je gagne en venant ici en Israël, ce que je découvre, ce que j'apprends aussi à comprendre ou à pardonner ou à excuser, et d'autres choses, non. Je peux très bien comprendre une certaine impolitesse ou chutzpah, hein, la fameuse chutzpah israélienne, je peux comprendre d'où elle vient, d'être très direct. La chutzpah israélienne a du bon même parfois. Par contre, il y a d'autres choses que je n'admettrai jamais. C'est un certain racisme qu'il y a en Israël, interethnique. Hein. Les Marocains qui n'aiment pas les Russes, les gens qui n'aiment pas les Éthiopiens. Il y a encore beaucoup de défauts, beaucoup de choses qui choquent. Dont je me ficherais un petit peu si c'était ailleurs, mais pas dans mon pays, donc pas dans le pays des Juifs. Donc, il y a cet aspect-là. Je me décris comme personne des services secrets, mais en même temps, je décris ma vie de famille, je décris ma femme, ma famille, là où j'habite, les gens autour de moi. Tout ce folklore, toute cette mosaïque de culture et de gens qu'il y a en Israël, et comment, au début et petit à petit, je vais m'adapter, apprendre, tout en conservant ma propre identité de juif d'origine française, de ma culture française, mais en découvrant. Donc, c'est un parcours que je trouve assez intéressant dans la mesure
où je le fais quand même d'une façon marginale, puisque je suis les 3/4 du temps, évidemment, pas dans la vraie vie, pas dans la société israélienne, mais dans l'armée. Alors, des guides que j'ai eu dans l'écriture de ce livre, parce que je le considère donc comme quelque chose qui explique un peu Israël, c'est que ma carrière littéraire, en France surtout, mais aussi en Belgique, en Suisse, m'a énormément apporté sur la compréhension du public en général, mais surtout du public aussi non juif. C'est-à-dire que lorsque j'étais écrivain, j'ai participé à beaucoup je dis j'étais parce que ça fait 1 an et demi qu'avec Corona, on ne peut plus rien faire, mais pendant des années, donc j'ai participé à des festivals littéraires, à des conférences. J'ai donné des conférences dans des écoles, dans des universités, même dans des maisons de personnes âgées, donc recouvrant tous les âges, toutes les générations, toutes les classes sociales de France et de Navarre, et rencontrant un public extrêmement large. À la différence que par rapport aux autres auteurs, que tout d'un coup on me présente d'emblée comme ancien officier israélien, ancien officier de Tsahal. Alors, vous pouvez vous imaginer que quand j'arrivais dans certaines universités ou écoles, avec des classes où il y a parfois 1/3 de jeunes musulmans, je me disais, oui, comment je vais être reçu? J'étais extrêmement étonné, je vais vous rassurer tout de suite, extrêmement étonné par la façon dont j'ai été reçu. Ça a été toujours, surtout dans le scolaire et l'universitaire, par les jeunes, inclus les jeunes musulmans, donc avec une curiosité, avec un intérêt. Et surtout, ils me disaient toujours, mais c'est la première fois qu'on entend un Israélien, nous amène toujours des gens des pays arabes, des Palestiniens. On n'a jamais entendu un Israélien. Et donc, ils étaient véritablement curieux. Et grâce à eux, j'ai réussi à déceler qu'est-ce qui interpelle ceux qui ne connaissent pas bien le peuple juif et Israël, qu'est-ce qui les interpelle, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, qu'est-ce qu'ils pensent qui est complètement faux et qu'il suffit de rétablir en leur disant la vérité, et comment leur faire rétablir ceux qui ont évidemment ont l'honnêteté intellectuelle d'écouter. Et donc, grâce à eux, j'ai réussi à guider un petit peu mon écriture de ce livre pour répondre à ratisser large, si vous voulez, et donc à montrer ce qu'était la société israélienne, ce qu'était le projet sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire, cet État sioniste, cet État juif? Pourquoi les Juifs vont là-bas? Et surtout aussi, bien sûr, Tsahal. C'est quoi Tsahal? Que vous le savez, mais évidemment les autres moins. Tsahal, qui est véritablement l'armée la plus démocratique et la plus éthique qui soit au monde. Ça, je peux le garantir. Il y a de très belles armées de par le monde, l'armée américaine, beaucoup de belles armées. L'armée française est une des belles armées du monde, mais malgré tout, la plus éthique sur le plan vraiment moral, qui insiste sur ce qu'on appelle le toar en échec, c'est-à-dire la pureté de l'arme, hein, et puis la plus démocratique, avec la possibilité de refuser des ordres si on les trouve immoraux, c'est quand même dans Tsahal que je l'ai trouvé. Et comme je veux quand même vous laisser le temps de poser des questions, donc je vais finir par une dernière histoire, dernière anecdote. Je veux juste donc résumer le livre en disant que j'ai eu une ambition en même temps littéraire dans ce livre. Il est écrit comme des mémoires, et pour être absolument modeste, je m'inspire de la grande tradition des mémoires, donc les mémoires de Chateaubriand, c'est-à-dire que les mémoires deviennent une occasion non seulement de raconter des aventures et des anecdotes comme je vous en ai raconté, mais aussi d'avoir une certaine pensée, d'avoir une certaine écriture. Vous allez découvrir, par exemple, dans ce livre, Israël et Tsahal décrit sur un registre de langage qui n'est jamais utilisé pour parler de cela. Un petit peu comme l'avait fait d'ailleurs Apollinaire dans sa poésie, quand il parlait de la guerre de 14, il avait utilisé la poésie pour parler de la guerre, ça n'avait jamais arrivé. Et là, c'est la même chose. J'utilise des mots, parce qu'on utilise toujours, surtout dans les médias et la politique française, toujours les mêmes mots clichés, toujours les mêmes mots bateau, concept bateau pour parler d'Israël et de Tsahal, ça devient caricatural, à la limite raciste, ou ça ne va pas. Et donc là, j'ai montré qu'il y avait un langage complètement différent, un registre complètement différent pour parler de Tsahal et d'Israël.
et de donner une image un petit peu rafraîchissante et nouvelle de cela. Et donc, ce que j'ai fait, c'est passer d'une sorte d'un genre à l'autre dans le livre. Vous allez passer du livre d'aventure, du livre d'espionnage ou du thriller à des moments extrêmement poétiques sur mes enfants, sur Israël, sur la nature, à des moments très, très philosophiques parfois, et à d'autres tout à fait techniques. Je pense que c'est ce qui va faire la richesse du livre. Et pour terminer, parce que les anecdotes, vous les découvrirez quand même en les lisant, il y a beaucoup d'anecdotes véridiques là-dedans. Je terminerai peut-être par ce qui a été ma plus belle mission et pour moi ce qui résume sur le plan concret toutes les belles choses que je viens de dire, toutes les louanges que je viens de déverser sur l'armée israélienne et sur Israël. Et c'est une opération que nous avons menée au Rwanda. Alors, si vous vous en souvenez, lorsqu'il y a eu la grande guerre, les grands massacres entre les Hutus et les Tutsis du Rwanda, qui a été une guerre horrible, civile horrible au Rwanda, pour une fois, les médias ont fait leur travail dans la mesure où elles ont ameuté, interpellé l'opinion mondiale. Le monde entier était au courant de cette tragédie rwandaise et dans le monde entier, il y a eu une levée de boucliers pour venir en aide aux victimes de cette guerre civile du Rwanda. Et donc, Israël n'étant pas de reste, en Israël, l'opinion publique s'est aussi soulevée, a été émue par cette crise du Rwanda, et les gens ont commencé à amasser des jouets, des boîtes de conserve et que sais-je pour envoyer au Rwanda. Et devant cette poussée de l'opinion publique, Yitzhak Rabin et le gouvernant de l'époque ont dit, bon, il faut absolument faire quelque chose, nous aussi, les Israéliens, devons aussi faire quelque chose. Mais comment faire et comment faire vite? Alors, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture n'avaient ni les budgets ni la possibilité d'agir vite. Le seul ministère qui est capable d'agir vite et qui a des gros budgets pour le faire, c'est le ministère de la Défense. Et donc, Yitzhak Rabin a décidé de donner à Tzahal le rôle de représenter Israël dans cette crise du Rwanda, de venir en aide aux réfugiés de la guerre civile rwandaise au nom du peuple d'Israël. Ça serait une mission donc militaire. Nous sommes retrouvés un vendredi après-midi. J'étais déjà rentré chez moi pour le week-end. J'ai dû revenir à la Kiryat, au quartier général à Tel Aviv, descendre dans les sous-sols des salles d'opération où nous a annoncé, nous étions un vendredi après-midi, que nous devions le lundi suivant, commencer notre opération humanitaire au Rwanda. Donc nous avions en gros à peu près 48 heures pour préparer une opération au Rwanda, qui a commencé d'ailleurs par tout le monde. J'étais assez rassuré, car on a d'abord tous cherché sur la carte où était le Rwanda. On n'avait aucune idée de ce que c'était, on n'avait jamais entendu parler du Rwanda. Et donc, on a dû en 48 heures partir. Mais comme Tzahal, c'est Tzahal, eh bien, on s'est dit, on va faire deux choses. On va d'abord amener tout ce qu'il faut pour nous, on va dépendre de personne. Donc, sur les plusieurs avions qui sont partis d'Israël le dimanche suivant vers le Rwanda, il y avait un avion rempli d'eau. C'est-à-dire, nous ne dépendrions même pas pour l'eau de qui que ce soit. Nous avions notre propre eau, notre propre essence, nos propres jeeps, nos propres camions. Et puis, nous avons dit, nous n'allons aussi pas prendre de risques sur qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Nous allons emmener un hôpital entier. Et donc, en 48 heures, Tzahal arrive au Rwanda, en fait à Goma, au Zaïre, c'est-à-dire au Congo. C'est à la frontière entre le Rwanda et le Congo, là où il y avait à l'époque presque un demi-million de réfugiés abandonnés dans la nature avec quelques ONG, Médecins sans frontières, etc., les ONG habituelles qui s'occupaient plus ou moins d'eux. Nous arrivons là et nous installons cet hôpital qui devient l'hôpital de référence, car c'était pas une ONG, c'était Tzahal. Il y avait des salles d'opération, des salles d'accouchement, des laboratoires, et donc un véritable hôpital qui traitait tous les cas difficiles et qui a traité des milliers de gens. Moi, n'étant pas médecin, je vais venir là au point de ce que c'est Tzahal, ce que c'est Israël. N'étant pas médecin, une fois que l'hôpital était installé et fonctionnait, j'ai pris ma Jeep. Mon job à moi, c'était d'organiser tous les contacts avec toutes les ONG, toutes les armées et puis le gouvernement congolais. Je prends ma Jeep et tout près
de là où nous avions installé notre hôpital militaire de campagne, je découvre un orphelinat. Un orphelinat avec 4000 enfants. Ça veut dire quoi un orphelinat? Les gens là-bas mouraient comme des mouches et donc tous les matins, on ramassait sur les bords des routes les orphelins, les enfants qui n'avaient plus de parents. Les parents étaient morts dans la nuit. Toutes les routes autour de Goma étaient jonchées tout le long de cadavres. Les gens mouraient vraiment comme des mouches. Et donc, je découvre cet orphelinat. Et puis, comme j'étais escorté par un soldat congolais qui était mon guide, je décide de prendre un des petits enfants, un petit garçon, de me prendre en photo avec lui. Et je soulève ce petit garçon pour prendre la photo dans mes bras. Je me dis, il va avoir peur, il vient de perdre ses parents. Moi, je suis l'homme blanc, entre guillemets, et puis en uniforme, quelqu'un d'inconnu. Je le prends dans mes bras. À un moment où je le prends dans mes bras, il se met à grelotter, frissonner comme un chat. Il est tout content, il s'agrippe à moi, il m'embrasse, il était tout content. Et alors, quand je le redépose, après avoir pris la photo, hein, on parle d'un orphelin, ils étaient 4000 comme ça, dans ma poche, j'avais 2 bonbons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âge moyen des soldats de Tsahal, les conscrits en tous les cas, c'est 18-19 ans. Et dans les rations militaires, dans les rations, donc ce que les soldats ont à manger, eh ben, il y a des bonbons au miel et des bonbons à la menthe pour nos jeunes soldats. Et donc, moi, j'en avais dans ma poche de mes rations. Je prends ces 2 bonbons et je le tends au petit garçon. Le visage qu'il a eu en recevant ces 2 bonbons, après tout ce qu'il avait souffert, après tout ce qui se passait autour de lui, ce visage d'enfant rayonnant malgré tout, avec le choléra autour, avec tout ce que vous voulez, là, j'ai compris qu'on pouvait faire une aide humanitaire. Les piqûres, c'est bien. Les cachets d'aspirine, c'est bien. Mais on peut être aussi se rappeler qu'ils sont effectivement des êtres humains et des enfants. Et donc, je suis revenu au camp et nous, on a vidé toutes les rations militaires du camp et on a ramené tous les bonbons. On a ramené quelques seaux de bonbons qu'on a distribués aux enfants. Et là, je me suis aperçu qu'évidemment, ça ne faisait pas beaucoup de bonbons. Et en revenant au camp, je prends notre téléphone satellite. Alors, lorsque nous étions au Rwanda, il y a 2 choses que vous devez savoir. Un, à l'époque, il n'y avait pas la télécommunication, il n'y a pas si longtemps, hein, mais vous voyez à quel point la technologie a évolué. On parle de 1994, il n'y avait pas les GSM, etc. Et donc, on avait un téléphone satellite, c'est-à-dire une valise. On ouvre cette valise, il y a une sorte de parapluie, c'est une antenne parabolique qu'on dirige comme ça pour chercher les ondes. Et puis, la valise, il y a une sorte de téléphone. Ok, ça, c'est pour contacter Israël. La seconde chose que vous devez savoir, c'est que dans le Sahel et en général dans la tradition israélienne, l'homme sur le terrain, c'est celui qui sait ce qui se passe. Il faut faire confiance à ce que dit l'homme sur le terrain. Et donc, j'appelle avec ce téléphone satellite Jérusalem, de mon Rwanda là-bas, j'appelle Jérusalem et je leur dis dans une conversation qui a duré peut-être moins de 2 minutes, je dis Yerushalayim, je n'avais besoin d'un avion de bonbons. Envoyez-moi un avion de bonbons. Et dans les 24 heures, arrivait à Goma, Zahir, un avion de bonbons de Jérusalem, même, alors donné par les industries de confiserie israéliennes, mais ils avaient même eu le temps, dans la région de Jérusalem, à faire emballer des bonbons par des écoliers israéliens qui avaient envoyé des dessins et des petites lettres à leurs amis rwandais. Et ça, je l'ai obtenu, cet avion de bonbons, dans une conversation par téléphone satellite de moins de 2 minutes. Pour moi, ça, c'est Israël. Pour moi, ça, c'est Tsahal. Voilà. Et maintenant, sur cette note patriotique, je vous laisse la parole, car je pense que ça serait mieux que vous puissiez poser des questions. Nous a rentré évidemment une anecdote pour les gens qui voudront avoir l'occasion de lire ton livre, et c'est très bien. Je te poserai quand même 2 questions, si tu m'entends. Tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Oui. Alors, une question intéressante. Qu'est-ce que tu as pu prendre de Normal Sup dans ton service militaire, dans ton parcours professionnel? Alors, d'abord, la clarté dans ce que j'expose, c'est-à-dire lorsque je devais négocier avec des services secrets étrangers,
j'avais toujours cette clarté. Les militaires sont forts en beaucoup de choses, mais pas tellement en langage, hein. Donc, quand il faut s'exprimer, c'est un peu lourd, hein, le langage militaire. Bon, moi, j'arrivais avec un langage beaucoup plus fluide, mais aussi beaucoup plus clair, une façon assez élégante de parler qui surprenait. Euh, une façon, et ça me donnait aussi une distance, le fait d'être un petit peu un télo, etc. Donc, Normal Sud m'a apporté un petit peu ce côté, ce raffinement en plus. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de l'avoir, hein, on peut très bien faire son travail sans ça, mais je pense que c'était justement ce côté culture française en général, d'ailleurs pas uniquement dans la Sud, juste ce côté culture française, à mon avis, a fait beaucoup. C'est pas pour rien que dans le passé, hein, jusqu'au 19e siècle, en fait, début du 20e même, le français a été la langue de la diplomatie mondiale, des échanges de tous les pays, de toutes les élites mondiales, que ce soit en Égypte ou en Russie, les élites apprenaient le français. Je pense que la langue française, la culture française, a toujours été la langue de la médiation, de la diplomatie, justement parce que de par sa finesse, par la façon dont elle sait contourner les choses. Donc, je pense que c'était un grand avantage, cette culture française, dans ce Proche-Orient, qui lui est parfois extrêmement carré, caricatural presque. Il y a une question. Quelques dizaines d'années plus tard après ton alia, tu penses qu'il y aurait encore un avantage ou une particularité d'être un Olé Hadash français pour intégrer la société israélienne et éventuellement Tsahal? Oui, tout à fait. Justement, aujourd'hui, les Israéliens se rendent plus compte. Moi, quand je suis arrivé, en fait, le Olé Hadash, moi, je jouais un petit peu les imbéciles, comme lorsqu'on est devant un gendarme qui va nous donner un PV. Oui, monsieur l'agent, oui, monsieur l'agent. Je les appelais un peu la race des seigneurs, hein, parce que nous, on ne parlait pas bien l'hébreu, alors ça les faisait marrer. Aujourd'hui, les Israéliens ne se marrent pas nécessairement parce qu'on ne parle pas bien leur langue. Ils comprennent très bien l'apport des différents flots d'Alia. Le flot récent des Français qui viennent d'arriver, c'est un apport extraordinaire. On le sent même à Tel Aviv. Je veux dire, bon, il y a les villes traditionnelles où les Français vont, comme Netanya ou Ashdod, ou Jérusalem. Mais à Tel Aviv, maintenant, il y a une atmosphère française qu'on ressent très fort. On entend le français parler partout. Il y a des boutiques françaises. Et les Israéliens adorent. Les Israéliens, par exemple, adorent ce qu'ils appellent la chanson française, hein, tous nos grands classiques. Donc, il y a aujourd'hui cette plus grande ouverture d'esprit des Israéliens par rapport aux immigrants sur le plan de l'accueil de la société. Et puis, je pense que pour ce qui arrive, c'est extrêmement enrichissant dans l'autre sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est pas facile, hein. Je sais très bien qu'aujourd'hui, comme jamais, sur le plan économique, sur le plan pratique, sur le plan du logement, rien n'est facile. C'est certain que c'est pas une chose facile, mais je pense que la contrepartie, ça a été mon choix à l'époque. Je vous ai dit de partir de la rive gauche parisienne pour arriver d'Intania à Sud, c'est quand même une grande différence. C'est tout ce qu'on reçoit en échange de l'autre côté, tout ce que la vie en Israël a à offrir, qui pour moi est extrêmement enrichissant. C'est le normal sup dans l'autre sens, c'est-à-dire le normal sup de la vie, le normal sup de ce que je viens de raconter. C'est un pays qui peut être énervant et agaçant, mais en fait, des choses extraordinaires qui sont accomplies ici. La façon dont on est tous ensemble. Je raconte à un moment donné, quand moi j'habitais dans ce quartier banlieue de Natania, il y avait des juifs du monde entier. Alors c'était un méli-mélo, mais incroyable. Ça venait d'Ouzbékistan, d'Irak, de Russie, d'Éthiopie. Un mélange, on ne s'y retrouvait plus. Et la seule chose qui m'avait vraiment frappé, c'était que tous les Shabbats, lorsque les soldats revenaient en permission, eh ben, ils s'asseyaient sur les murets des jardins de ce quartier. Et là, il n'y avait plus aucune frontière. Ils étaient tous assis ensemble, les Éthiopiens, les Russes. Et à la fin, je dis à un moment donné, on était tous devenus ensemble forcément. C'est forcément, on est de plus en plus ensemble, même s'il y a toujours encore des tensions, des machins, des préjugés. Dans l'ensemble, il y a ce creuset extraordinaire, d'où sortent des choses extraordinaires. Donc pour moi, il faut lire le livre pour comprendre, parce que dans le livre, il y a ce processus justement
j'arrive complètement paumé. Hein. Moi, quand j'arrive en Israël avec ma valoche à l'aéroport de Ben Gurion, je ne suis pas très, très sûr de ce qui va m'arriver, comment ça va tourner. Après, c'est comme toutes les choses dans la vie, hein. Il faut aussi un peu de chance, il faut un peu faire des efforts. Mais dans l'ensemble, je pense que ma montée en Israël m'a apporté 10 fois plus que dans ma supérieure, avec tout le respect pour les académiciens. Il y avait une question, Je Raphaël, terminerai par une concernant dernière question. Foda. Est-ce que, juste la question qui m'intéresse aussi, est-ce que Foda s'est vraiment inspiré de la réalité ou c'est plutôt, ça a été romancé par le cinéma? Alors, Fauda, c'est un des séries, à mon avis, les plus proches de la réalité que j'ai vues. Beaucoup plus proche de la réalité, par exemple, que Khatoufim, qui est très très bien aussi, mais qui se permet un petit peu quelques écarts, dirons-nous, ou que Le Bureau des légendes, hein, qui est aussi une très très bonne série là, française, où il y a des écarts, mais dans l'ensemble, c'est très, très très bien fait. Fauda est véritablement, ça existe, voilà. Il y a une unité comme ça en Israël, s'appelle, maintenant on peut le dire, donc ça c'est l'unité 504. Et c'est une unité, effectivement, où les gens se déguisent, passent pour des Arabes. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai connu à mon époque un de ces agents à la FAODA qui lui avait pour particularité qu'il était en fait ultra-orthodoxe. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de religieux qui ne veulent pas faire l'armée, mais il y en a beaucoup qui font l'armée. On oublie de parler des religieux ultra-orthodoxes qui font l'armée, qui font de ça. Et lui, donc, était ultra-orthodoxe, ça veut dire il apprenait à la yeshiva lorsqu'il n'était pas sur le terrain, il était vraiment en yeshiva. Mais sinon, son travail, lui, il était en fait mendiant qui errait de village en village palestinien, tout simplement, et qui écoutait en tant que mendiant. Il passait presque inaperçu, puis tout le monde le connaissait. Hein. Il faisait vraiment la manche, hein. Il demandait de l'aumône, et il se baladait comme ça dans les villes et les villages de Judée-Samarie. Et puis, s'il entendait quelque chose, alors il essayait d'en apprendre plus et il informait la Shabak, le Shin Bet. Et un jour, il nous raconte, donc, alors comme il était mendiant, il dormait dehors. Donc un jour, il dort dans une vieille cabane abandonnée. Et là où il dormait, juste à côté, il y avait une cellule terroriste qui est en train de monter un attentat, tout simplement, juste, juste à côté de lui. Et il a entendu tout, comment il préparait un attentat. Et c'est comme ça qu'on a réussi à déjouer cet attentat avec ce faux mendiant de Faouda, donc, et qui, lorsqu'il était en permission, eh ben, allait directement faire étudier la Torah à la yeshiva. Donc, Faouda, ça existe. Alors, la dernière question, je m'excuse d'interrompre parce qu'il va bientôt être l'heure de terminer. Si vous m'entendez, c'est juste de nous donner une petite explication sur le titre que vous avez choisi, Sex Pistols et Intifada, et on terminera là-dessus. Merci. D'accord. Eh bien, comme je l'ai dit en ouvrant, justement, ça ferme très bien la boucle. Les Sex Pistols, j'ai choisi parce que, comme je l'ai dit, j'avais ma vie parisienne estudiantine déjantée. J'étais un vrai parigot, hein. Et à mon époque, à moi, donc, un des groupes qui sévissait sur les scènes de rock and roll et de pop music, s'appelait les Sex Pistols. C'était les soirées, il y avait ce qu'on appelait le Palace, toutes ces boîtes de nuit complètement déjantées que j'ai fréquentées. Et de là, donc j'ai changé complètement de décor et je suis arrivé vers le Proche-Orient, vers Israël, vers l'intifada. Donc j'ai pris deux mots très très clichés un petit peu, hein, très 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 forts et clichés pour montrer ce contraste entre les deux mondes, les Sex Pistols et l'intifada. Mais comment, en fin de compte, ces mondes qui ont l'air si différents ont énormément de choses en commun et comment l'un peut apporter quelque chose à l'autre. Car mon livre, bien qu'il soit un livre sur Tzahal et sur les services secrets, c'est justement un livre très très optimiste sur la paix, sur le dialogue. Et vous découvrirez des anecdotes, comme je l'ai dit dans ce livre, qui vont vous faire changer d'avis sur beaucoup de choses qu'on pense, par exemple sur nos rapports avec les Palestiniens, les Arabes, l'armée, beaucoup de choses dans le bon sens, des anecdotes, comme j'ai essayé de vous en raconter, un petit peu émouvantes, mais qui montrent la voie.
Merci beaucoup, Raphaël. Je crois que c'était une bonne mise en bouche, j'allais dire, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin en lisant votre livre. Et ça me donnait un petit goût d'Israël en cette semaine de Yom Ha'atzmaut et de Yom HaZikaron. Et dans le même état d'esprit, je vous rappelle que notre prochain rendez-vous est tout simplement après-demain, mardi soir, à 18h. Et là, encore une fois, nous allons aussi, sur le côté peut-être un peu plus tragique, faire connaissance avec l'équipe d'urgence et l'équipe combattante civile de Kiryat Arba, qui a été impliquée dans un grand attentat, une douzaine de victimes en 2002, et qui était dirigé par son chef qui est mort pendant cet attentat, Boiniche, un Français lui aussi, officier, et par toute une équipe qui était essentiellement composée de Français, dont une partie ont été blessés, d'autres ont combattu, et on va voir le témoignage direct de ces soldats francophones de la brigade d'unité d'urgence de la lutte de Kiryat Arba, qui ont, en cette journée du souvenir que nous allons fêter à partir de mardi soir, nous terminerons l'intervention par la sonnerie à 20h, donc 19h heure française, en direct d'Israël à la fin de leur intervention. Donc, Batlan et Alexandre Benzikri de l'équipe d'urgence de Kiryat Arba rendront hommage aussi aux deux Français morts pendant cette intervention. Et je vous donne rendez-vous donc pour Yom HaZikaron, mardi après-demain, à partir des 18h heure française. Merci à vous tous, merci Raphaël, et merci à vous, au public fidèle, et à mardi.